Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir dans cette vidéo Monsieur Bernard Pack, expert en stratégie qui a plus de 20 ans d'expérience au sein du cabinet de conseil McKinsey. Bienvenue à toi Bernard. Bonjour Alain. Alors, je vous laisse en compagnie de Bernard qui va s'entretenir avec vous du lien entre stratégie et balance scorecard ou encore en français, les tableaux de bord prospectifs. Merci Alain pour ton introduction et bonjour à tous et à toutes. C'est un vrai plaisir pour moi de partager mon expérience avec vous en termes de gestion de la performance. Et spécialement dans le cadre aujourd'hui de la mise en œuvre de l'approche du tableau de bord prospectif, aussi connu sous le nom de Balance Scorecard. C'est un concept qui fut développé aux États-Unis par les professeurs Robert Kaplan et David Norton. Et aujourd'hui, nous allons revoir les principes fondamentaux de la Balance Scorecard. Quelle est la signification tout d'abord de balance, ou devrais-je dire d'équilibre en français? La structure est basée sur une vue holistique de votre organisation, ce que l'on va appeler la carte stratégique. En évitant une vue décomposée par silos, mais en favorisant une vue transversale organisée autour de 4 dimensions ou perspectives. Quelles sont ces 4 dimensions? La première est une dimension financière qui va nous permettre de définir l'image que nous renvoyons à nos actionnaires. La deuxième est une dimension de client et de clientèle. Ici, la question centrale est quelle proposition de valeur pour nos clients et comment elle nous aide à obtenir les résultats financiers attendus. La troisième dimension est le fonctionnement interne, nos processus internes. Quels sont-ils? Vont-ils permettre à l'organisation de créer la valeur attendue par les clients et en conséquence de générer les résultats financiers? Et la quatrième dimension est la dimension des talents et de l'apprentissage, c'est-à-dire quelles sont les compétences et les capacités des membres du personnel et de l'équipe dirigeante à faire fonctionner les processus internes clés afin de générer la valeur pour les clients et donc d'amener les résultats financiers à nos actionnaires. Pour synthétiser à ce stade, les 4 dimensions doivent être alignées avec la stratégie fondamentale de l'organisation et doivent être intégrées de façon à fonctionner de manière holistique à travers l'ensemble de l'organisation. Quelle que soit la structure de votre organigramme, quelle que soit la multiplicité des silos. Le concept de perspective équilibrée, ou de balance view en anglais, prend ici tout son sens. De quoi est alors constitué le tableau de bord ou la partie scorecard du framework? Chacune des 4 grandes dimensions est reliée à une série d'indicateurs de performance qui sont mesurés à une fréquence optimale afin d'évaluer de la manière la plus objective possible la performance de l'organisation. Évidemment, la mesure et la surveillance de la performance peut se faire de différentes façons. Dans l'absolu, par rapport à une cible prédéfinie, par rapport à la performance au travers de l'histoire, de l'historique, ou par rapport à la performance des concurrents, et donc là on va parler d'étalonnage ou de benchmarking en anglais. Un cas concret va nous permettre de mieux cerner le concept. Dans le cas de Philips par exemple, ils utilisent les tableaux de bord de manière prospective à 4 niveaux, au niveau opérationnel, au niveau global, au niveau des domaines d'activité stratégiques ou strategic business unit et au niveau des individus. Les indicateurs de performance au niveau des Strategic Business Units sont les suivants. Au niveau de la finance, ils vont mesurer de manière très détaillée, 1, le profit économique, 2, les résultats opérationnels, et 3, la rotation des stocks, par exemple. Ceci n'est qu'une série de l'ensemble des indicateurs qu'ils mesurent. Au niveau de la clientèle, ils vont se fixer sur les parts de marché, sur le taux de fidélité et aussi sur le nombre de plaintes et de réclamations. Au niveau des processus internes, on va regarder à des choses très précises, comme par exemple le taux de réduction des cycles de production, le nombre d'innovations de procédés qui sont très importants dans le cas de Philips, et aussi le temps de réponse aux commandes des clients. C'est aussi une valeur clé de performance opérationnelle. Sur la 4e dimension, c'est-à-dire les connaissances, l'apprentissage et le talent, qu'est-ce que l'on va mesurer? On va mesurer la part des ventes qui sont protégées par brevet, on va mesurer les jours de formation par employé et on va mesurer le degré de codification des bonnes pratiques. Donc on voit que c'est une vue très holistique de l'ensemble de la performance qui va être mesurée. Pour chacun des indicateurs, une carte de suivi
doit être structuré autour d'une définition de l'indicateur, de son unité de mesure, de sa valeur cible, de son évolution historique et, si applicable, des valeurs chez les concurrents qui sont les plus performants pour permettre l'étalonnage. Par exemple, prenons quelques exemples. Par exemple, pour l'indicateur part de marché, pour un produit tel que les TV LED à écran 55 pouces qualité HD, on va mesurer en termes de pourcentage du marché avec une valeur cible de, par exemple, 35% de part de marché. On va aussi mesurer l'évolution récente et on va voir quelles sont les parts de marché respectives des concurrents. Ces indicateurs sont des indicateurs que l'on va appeler lagging indicator ou indicateurs retardés. Dans le cas du temps de réponse aux commandes, par exemple, que va-t-on mesurer? Et on va mesurer le délai en heures entre la réception de la commande et la fourniture de la commande au client. La valeur cible fixée par Philips est par exemple à 48 heures et l'évolution historique à la baisse va être mesurée. Les concurrents, on le voit, sont à 72 et 90 heures, 72 heures et 90 heures respectivement. Ceci, c'est un indicateur avancé ou leading indicator parce qu'il va influencer la perception des clients à l'avenir sur la qualité du service. Finalement, dans le cas de l'indicateur jour de formation par employé, on va mesurer le jour de formation par employé et par an. La valeur cible est fixée à 10 jours chez Philips. On va regarder à son évolution historique, qui par exemple est à la hausse, et on va regarder ce que les concurrents font, qui eux n'ont que 2 ou 3 jours. Dans ce cas aussi, l'indicateur est un indicateur avancé ou un leading indicator qui donne une perspective sur la capacité du personnel à terme à se développer à l'avantage de l'organisation. Un point important à tenir en compte à ce niveau est la répartition entre indicateurs retardés, lagging, et indicateurs avancés, leading. Pour obtenir une perspective équilibrée de la performance, les deux groupes d'indicateurs doivent être présents de manière balancée dans l'analyse. Sur les schémas que vous allez voir, vous voyez une représentation graphique de ces trois indicateurs dans le contexte de leur carte de suivi respective. Une version peut être aussi focalisée sur l'évolution temporelle, alors qu'une autre version peut être aussi concentrée sur la comparaison des étalonnages avec les concurrents clés de Philips. Finalement, dans l'ensemble des indicateurs avec leurs caractéristiques spécifiques peuvent être aussi liés entre eux pour démontrer la cohérence des choix d'indicateurs par rapport à la vision stratégique de l'entreprise. Ce schéma nous représente la relation de manière visuelle pour le cas d'une entreprise de livraison de petits colis aux États-Unis. Merci beaucoup Bernard pour ce partage d'expérience et j'espère que grâce à cette illustration, eh bien, vous pourrez mieux articuler la stratégie avec les indicateurs de performance et surtout voir toute l'importance des indicateurs de performance dans la mise en œuvre effective de la stratégie.